Salut à tous et bienvenue sur votre magazine FIG épisode 13, donc un numéro qui va être assez chargé avec trois sujets qui sont, alors je vais essayer de les faire courts mais du coup ils vont être quand même assez longs. Alors juste avant de vous parler des sujets que vous trouverez dans votre magazine préféré FIG, eh bien je tenais à remercier en fait tous ceux qui depuis le début de l'année utilisent le lien Amazon. En fait vous savez, vous pouvez aller sur Amazon avec le lien d'affiliation qui est dans chacune des vidéos, vous allez dans la description, vous cliquez simplement sur le lien et après vous vivez votre vie. Vous achetez de la résine, je crois, des sièges PC, des trucs pour les bébés, enfin ce que vous voulez. Et après, Amazon, comme ça, me reverse une petite partie, et ce qui me permet d'avoir un bon d'achat. Et avec ce bon d'achat, j'ai pu acheter le Wave 3 Elgato, voilà, qui est un super micro et qui va m'être vraiment très très utile. Donc ça, c'est grâce à vos bons d'achat. Donc merci beaucoup à vous. Alors pour revenir sur le programme de cette vidéo, eh bien quand vous avez vu la miniature, je pense que vous vous êtes posé des questions et je pense que vous vous posez encore des questions et je pense que vous êtes curieux. C'est très bien, il faut être curieux, c'est une bonne qualité. Eh bien, je ne vais pas vous révéler ce que c'est, mais sachez simplement que c'est basé sur le jeu de figurines et que c'est une façon d'utiliser le jeu de figurines de façon professionnelle. Donc regardez cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. Ensuite, on va parler, eh bien parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais Games Workshop a annoncé une petite nouvelle, à savoir la V3 de Age of Sigmar, avec une boîte du coup que vous avez déjà découvert. Donc voilà, et bien moi aussi je reviens un petit peu sur cette boîte là, je vous donne un petit peu mon avis qui est très personnel, attention, avis engagé inside, mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, dernier sujet, et bien on va parler décor en impression 3D et Kickstarter, voilà, sur un Kickstarter qui est justement en cours et il doit rester à peu près une semaine, donc n'hésitez pas aussi à ne pas passer à côté. Est-ce que ça existe? Ça, je ne sais pas. En tout cas, bon magazine à vous. Alors, on se retrouve pour un sujet assez inhabituel sur la chaîne et assez inhabituel sur les chaînes de Wargame. On va parler système d'éducation. Alors, ne partez pas, hein, restez avec nous, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc, je suis avec Philippe, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Michael. Voilà, et ainsi que deux de ses étudiants, donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi c'est Emma Grépillou, je suis en première année en licence informatique et management. Bonjour, donc je vous remercie pour l'invitation, je suis étudiante en troisième année de licence informatique et management. Donc là, je vous vois venir, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est parti? Eh bien, en fait, tout simplement, Philippe vient de gagner un prix international qui récompense en fait les techniques de management. Et dans cette technique de management, eh bien, je vous laisse deviner, c'est sur... les Wargames avec figurines. Et voilà, les Wargames avec figurines. Et je pense que ça va être assez intéressant de vous montrer comment le jeu que vous pratiquez chez vous peut être utilisé de façon vraiment professionnelle pour du management et de l'enseignement. Donc le projet s'appelle EduTeam. EduTeam, c'est un projet qui a 3 sous-projets. On travaille avec des jeux de rôle sur table, voilà. On travaille avec des jeux vidéo, voilà, des jeux vidéo, et puis des Wargames. Alors, des Wargames avec figurines ou des wargames plus classiques, Eggs Counters. Là, on va plutôt parler effectivement des wargames avec figurines. Mais l'idée générale de ce projet EduTeam, le fil rouge, c'est le détournement des jeux de loisirs, à l'origine, de loisirs, pour la formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler là de serious games qu'on entend, c'est-à-dire des jeux qui ont été conçus, ou des jeux éducatifs, qui ont été conçus pour apporter pour répondre à un problème pédagogique en classe, mais on va parler de jeux qu'on peut acheter dans le commerce et qu'on va amener, voilà, qu'on va amener dans les salles de classe et qui vont servir de support à l'enseignement. Alors autour de ces jeux, bien entendu, il y a tout un dispositif pédagogique qui est assez sophistiqué, où on a du briefing, où on intègre les règles notamment, où on donne aussi quelques éléments théoriques. Et puis on a surtout ce qu'on appelle les débriefings, c'est-à-dire après la séance de jeu qui dure bien plus d'1h30, au final sur 3 heures ou 4 heures, et bien là on va discuter de ce qu'il s'est déroulé pendant le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que le wargame, on dit que c'est un générateur de situations managériales, puisque en 1h30 de temps, on arrive à visualiser, à constater des situations managériales qui sont tout à fait conformes aux situations managériales réelles. Et c'est là le deuxième aspect, le premier donc étant le détournement des jeux, le deuxième aspect c'est les univers imaginaires. Et EduTeam, on ne sera jamais dans des univers réels, on ne jouera jamais
son futur rôle de manager dans une entreprise, etc. Non, on va utiliser des univers imaginaires. Et ces univers imaginaires vont permettre aux étudiantes et aux étudiants d'être plus authentiques, puisqu'ils ne vont pas chercher à reproduire un stéréotype de positionnement ou d'action d'un manager, ils vont simplement jouer. C'est ça ma question, parce que c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, mais pourquoi en fait utiliser le wargame? Je pense que Philippe, il a juste envie de sortir ses petits bonhommes pendant ses cours et d'en profiter avec ses étudiants. Mais ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux non plus, j'assume. Rien de grand. Mais c'est vrai que du coup, j'ai posé cette question-là, je me suis dit, mais pourquoi en fait ne pas faire directement une mise en situation qui serait plus concrète? Et voilà, c'était ça qui était assez intéressant, c'était que les gens en fait, comme ils se sentaient pas en mode je suis en cours, et bien directement on était juste en train de jouer, et puis les gens allaient simplement directement vers, on va dire, leurs instincts les plus primaires, et c'est ça qui est intéressant, c'est retirer un peu le filtre de je suis en mode enseignement, et jouer vraiment un peu tel qu'on est, et faire ressortir en fait complètement sa personnalité. C'est exactement ça, mais je pense que maintenant du coup, ta transition est parfaite pour faire parler nos deux étudiantes qui vont expliquer un petit peu le cours, et puis ce qu'elles ont ressenti à mon avis de ces cours. Bah, honneur à Emma. Allez. Merci. Donc moi j'ai commencé à faire des cours avec les Wargames donc en première année, donc déjà avec une option transversale qui parlait donc de management et de retour d'expérience. Donc sur des faits, bon d'habitude c'est en entreprise, mais donc comme Monsieur Épinard l'a dit, on n'est pas du tout dans le contexte de l'entreprise. Là on va faire un retour d'expérience sur notre partie en fait de jeu. Donc on apprend les règles en amont et après on arrive devant le jeu et il nous dit bon allez-y jouez et si vous jouez vous allez avoir 20 donc on joue et en fait on se doute même pas qu'il y a quelque chose derrière, on trouve ça un peu louche en fait. Mais tout le monde trouve ça louche hein. Oui, vraiment au début on comprend pas et puis en fait il nous dit bon bah vous prenez des notes, des notes pendant toute votre partie et à la fin de la séance vous ferez un retour d'expérience. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu as joué en fait comme jeu? Alors, j'ai joué à Aristea et à Kings of War Armada. Et donc, après, pour le retour d'expérience, en fait, on est totalement nous-mêmes dans la partie parce que on n'a pas ces concepts vus en cours. En plus, le management, je trouve que c'est une matière qui est vivante. Ça se base sur nos traits de personnalité à nous. Chacun va être différent. Et quand on apprend les théories de management de grands économistes, en fait, on se rend pas compte que nous, on pourrait rentrer dans telle ou telle catégorie et que même, il n'existe pas vraiment de catégories. Ouais, c'est pas très concret, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, on peut se dire, en fait, on voit qu'il y a des... Par exemple, qu'il va y avoir des managers qui sont très disciplinaires, il y en a d'autres qui sont très laissés-faire, et en fait, on se dit pas que peut y avoir un mélange des deux. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à visualiser. Et avec les wargames, on peut se rendre compte que nous, quand on y est dans la situation, en fait, si, je vais avoir un peu de ça, un peu de ces qualités-là, mais j'aurai ces défauts. Et en fait, en ces expériences-là, en pratiquant directement avec les wargames et en se détachant de juste se dire j'ai un cours, je dois réussir, on peut en apprendre plus sur nous-mêmes et progresser. Alors toi, du coup, t'avais jamais fait de wargame avant le cours? Non, jamais. Et ça t'a plu du coup Ouais. Oui, ça m'a beaucoup plu. En fait, il n'y a pas de pression aussi avec le jeu. En fait, on se dit pas que ah bah non, j'ai jamais fait de wargames, je vais être nul, je vais pas avoir une bonne note, parce qu'en fait, c'est juste est-ce que tu te mets dans le jeu, est-ce que tu joues le jeu, voilà. Est-ce que tu rentres, est-ce que juste tu fais l'effort de t'y mettre, et si oui, bon bah tu auras la note, mais tu n'es pas noté sur est-ce que tu as réussi à comprendre toutes les règles, et même on est là pour s'entraider entre nous. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris les règles, bon, bah, il va demander aux autres et tout va mieux après. Mais du coup, ça fait pas peur en fait de commencer à rentrer dans les wargames et puis les règles sont un peu simplifiées donc on s'y retrouve vite. Ouais, ce que me disait Philippe, c'était qu'au début, les règles étaient un peu simplifiées et puis après, au fur et à mesure, les règles se complexifiaient pour justement intégrer l'ensemble en fait du jeu. Tout à fait, on essaie. Alors, pour certains cours, en fait, on utilise quasiment un wargame par séance, mais pour d'autres, comme Emma a pu avoir, donc il y avait 2 séances par wargame, effectivement, on rajoute des règles ou du matériel. L'idée, c'est que les étudiantes et les étudiants réfléchissent, décident et finalement reproduisent une activité d'équipe.
et donc une situation managériale. Avec le wargame, on va simplement atteindre le paroxysme de situation, c'est-à-dire ce qu'on attend de voir, nous, pour faire le lien ensuite avec la théorie managériale. Eh bien, on arrive à l'avoir en condensé en 1 heure, ce qui, dans une situation plus classique, demanderait peut-être plusieurs heures et serait difficilement intégrable dans un vrai cours. Iba, confirmation. Je confirme. Pour ma part, moi j'ai utilisé les wargames surtout en 2e année. Et donc du coup, c'était au sein du cours de management opérationnel. Donc du coup, on a utilisé le jeu Star Wars X-Wings. Et le dernier jeu qu'on a pu utiliser, c'était Commands and Colors Ancients. Donc du coup, voilà. Et pour ma part, je vais reconfirmer un peu ce que disait Emma. Donc au début, pour ma part, un peu, pour différer même d'Emma, j'appréhendais un petit peu le jeu. Je me disais comment ça va se passer, etc. T'avais un petit peu peur de venir sur les wargames, ouais. C'est ça, parce que pour ma part, j'avais jamais joué. Donc je pense que la plupart des élèves n'avaient jamais vraiment joué aux wargames. Donc du coup, on a plutôt découvert ça, et surtout au sein de l'université. Personne ne se dit, je vais jouer à la fac. Donc surtout contrairement aux autres matières qu'on peut avoir, qui sont assez techniques, comme l'algèbre, etc. Donc du coup, au début, j'appréhendais, parce que voilà, je suis pas une très grande joueuse ou quoi que ce soit. Et le fait, en fait, d'avoir des règles au début à apprendre, etc., elles sont assez simples, mais au début, on a vraiment peur de pas savoir faire, etc. Et par la suite, ça se fait très naturellement. Très, très naturellement. Et le fait d'être avec ses collègues, nos amis, en fait, le fait de jouer, ça détend vraiment l'atmosphère et on se laisse vraiment aller dans le jeu. Donc du coup, en fait, on apprend à manager sans se rendre compte. Mais le fait que ça soit très synthétisé et que le jeu rende les choses vivantes, on a cette impression de ne pas apprendre finalement, alors que aujourd'hui, je peux vous ressortir tout ce que j'ai appris. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup servi, parce que aujourd'hui, par exemple, je suis en stage et j'arrive à très bien analyser ce qu'il y a autour de moi. Donc, quel type de manager j'ai, plein de choses comme ça que j'ai appris grâce au jeu, et c'est drôle à dire. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui m'avait marqué en fait et que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'était justement de mettre en application des choses, mais que tu ne savais pas en fait à l'avance. Et après, une fois que tu as vécu les choses, après, eh bien Philippe dit, ah bah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est la théorie. Alors bien sûr, moi je n'ai pas fait de management, donc je sais pas, mais on va dire la théorie machin truc. Et là, te dire, ah bah oui, bien sûr, ok, c'est comme ça que ça s'appelle, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Et le fait de le vivre pleinement, sans essayer de chercher à l'atteindre, parce que justement, on s'est dit, tiens, la théorie machin truc, c'est quand je fais tel type de management, donc je vais essayer de me mettre dans cette peau-là, je vais essayer d'atteindre ça. Là, c'est le contraire. Et du coup, on va simplement mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'avait marqué, en fait, justement, sur cette façon d'enseigner. On met juste des mots sur des choses qu'on a vécues soi-même, et c'est quand même beaucoup plus riche que si on part de rien et qu'on se dit « Ok, il faut qu'on se projette, il faut qu'on applique tel plan A, tel plan B, etc. » Et du coup, tout ça, ça a été validé, en fait, par un prix international. En fait, ça a été validé avant qu'on aille à ce prix international. Ça a été validé par la recherche, puisque tout ce travail pédagogique est suivi. Donc, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, j'essaie de prouver que grâce à l'usage de ces wargames avec figurines, eh bien, on apprend autant. Pas moins, mais en tout cas autant que, voire plus. Alors, plus je sais pas, mais en tout cas dans de meilleures conditions, dans une atmosphère très sympa. J'ai pas cherché à faire en apprendre plus aux étudiantes et aux étudiants, mais au moins autant. Me dire déjà que si par rapport à un cours classique, on en apprend autant, c'est bien, sauf que ça se fait dans une atmosphère beaucoup plus sympa, finalement. Et ça change tout. Ça change tout. Et donc, ce carcan scientifique permet de valider cette méthode. Elle permet aussi d'être diffusable, puisqu'on a des articles scientifiques qui sont accolés, mais aussi des articles de vulgarisation. D'ailleurs, avec Emma, donc on a un article qui va sortir dans le ravage du mois de juin. Donc ça nous permet à la fois de parler aux passionnés de Wargames avec figurines, mais aussi de Wargames tout court, parce qu'on a aussi un article dans Vae Victis, et puis d'un autre côté, aux enseignants et enseignants-chercheurs via la partie un peu plus académique et scientifique. Donc tout ce travail-là est effectivement a été valorisé par un prix que nous venons de gagner. Iba m'a accompagné d'ailleurs pour le dernier entretien.
où le projet du team, au sens large, mais on a quand même beaucoup insisté sur la partie Wargaming, eh bien, fait partie des 10 plus grandes innovations mondiales en termes d'innovation pédagogique dans les écoles de commerce ou de management. Donc c'est un beau prix, mais derrière, il y a quand même toute cette démarche à la fois scientifique et de vulgarisation qui fait que, s'il y a des enseignantes et des enseignants qui nous écoutent ici, vous pouvez reprendre le dispositif avec toutes les assurances nécessaires pour le mettre en œuvre dans vos classes. Bah écoutez, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Une petite conclusion? Je voudrais remercier, alors Michael bien sûr de nous avoir invités, mais je voudrais d'abord remercier Emma et Iba qui sont là parce que, et plus largement les 116 étudiants qui font partie du parcours informatique et management, la licence et master, parce que ce sont les premiers cobayes de toutes mes expériences, et Dieu sait qu'on en a passé des heures en dehors des cours. Et là d'ailleurs c'est aussi la preuve, donc moi je tiens à les remercier parce que sans elles et sans eux ça ne serait pas possible. Merci pour cette invitation, ça fait énormément plaisir d'entendre ça aussi de la part de Monsieur Lépinard et c'est un grand plaisir pour nous, je pense, en tant qu'étudiants, et c'est une très bonne découverte. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Lépinard encore une fois de nous avoir appris le management en nous enlevant cette part de stress. Voilà. Donc moi aussi, je rejoins Iba, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation, parce que ça fait plaisir de pouvoir partager ça et qui sait que ce soit plus répandu. Donc c'est une bonne démarche, et aussi je voudrais remercier M. Lépinard pour ce que vous avez dit. Et pareil pour les cours, pour rendre ça plus amusant et tout aussi enrichissant, voire plus, bien plus même. Mais on a l'impression d'apprendre et vraiment tout en s'amusant, c'est une doctrine connue, mais là c'est vrai, et même à l'université ça peut marcher, donc je trouve ça beau. Bah ouais, vous voyez cette aura d'amour, en fait, amour, c'est avec un petit A, hein, mais on sent vraiment... De la good vibe. Ouais, c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai, ça, c'est assez symptomatique. C'est que vraiment, on sent que vous vous êtes amusé, que vous avez pris plaisir dans cet enseignement, et que malgré tout, il y a quand même, en fait, l'enseignement derrière, c'est-à-dire que les compétences qu'on doit acquérir sont quand même là, mais elles ont été acquises gentiment, simplement, de façon agréable, et c'est vrai que l'esprit humain, à mon avis, il est beaucoup plus fait pour intégrer les choses quand on le fait gentiment, calmement, dans un bon esprit, plutôt qu'en mode il faut que j'apprenne tout par cœur, des notions et quantité. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous, et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, de quoi on va parler? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler peut-être du Seigneur des Anneaux? Peut-être un petit peu. Alors, bien sûr, on va parler de la nouvelle boîte de Warhammer Age of Sigmar version 3 qui devrait être disponible d'ici juin. Donc, a priori, les précommandes, je pense que ce sera aux alentours du 15 juin, ce qui veut dire que s'il y a 2 semaines de précommande, on peut imaginer raisonnablement que ça sorte début juillet. Donc, vous êtes sans doute pas passé à côté de cette cinématique qui présente justement les nouveautés, donc on va la passer en fait, je l'ai mis vraiment pour l'intro pour que ce soit joli, mais ce qui nous intéresse vraiment plus c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on peut même directement arriver là pour voir vraiment le contenu de cette boîte là. Donc le prix peut-être, avant tout ça, on peut imaginer que ce sera la même chose que la boîte d'Indomitus, voilà, Warhammer 40 000, Indomitus, Age of Sigmar Dominion, c'est un peu le même genre d'état d'esprit, donc ce sera une boîte, bien sûr, qui sera aussi limitée, donc vous avez vécu Indomitus, vous avez vécu la frustration de ne pas avoir votre boîte d'Indomitus, donc prenez les devants, vous commencez à avoir l'habitude, on est dans un monde où il faut vraiment précommander, être au taquet, si vraiment vous voulez cette boîte-là, voilà, vous êtes au taquet. Après, l'autre possibilité aussi, c'est de passer par les revendeurs, parce que souvent, sur le site de Games, c'est parti très très vite, mais après, chez les revendeurs, il y en avait encore même après la date de sortie. Donc pensez à vos revendeurs, et puis pensez même à faire le tour de la France. Il y en a beaucoup qui font de la vente par correspondance, je pense que ça va être une bonne chose. Après le prix, je sais pas, on va dire 155 €, comme ça on n'est pas perdu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Moi j'avais un ami, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses qu'il y aura dans la boîte? Moi j'étais parti sur du Slaanesh, Stormcast, évidemment, ça c'est pas, il n'y a pas de jeu, c'est évident, ça à chaque fois c'est du Stormcast, et j'étais parti sur Slaanesh. Pourquoi? Parce que on a vu beaucoup de sorties Slaanesh, Slaanesh est en train de se libérer, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça va être le moment en fait que Slaanesh est vraiment mis en avant. Alors, bon, raté, ce sont les Zoruk,
Donc bon voilà, j'ai tapé un petit peu à côté. On est resté sur en fait la fin de la V2, à savoir la libération des forces de la destruction, et puis là on est en plein dedans. Donc c'est l'âge de la destruction, et donc du coup bah évidemment les The Rook sont un petit peu plus représentatifs. Donc peut-être la V5, ou non la V4 même, la V4 avec Slaanesh. Alors les figurines qu'il y a à l'intérieur, je vais peut-être pas toutes les détailler parce qu'il y en a beaucoup. Franchement celle-ci, la Indrasta, The Celestial Spear, on est vraiment loin de ce qu'étaient les Stormcast à la base. Même en fait, vous voyez dans la stature. Donc déjà les casques, on oublie. Enfin moi je préfère, hein, je trouve ça beaucoup plus personnifié. Bon, enfin les figurines me plaisent beaucoup plus avec sans les casques en fait. Bon après sa coupe de cheveux. Bon, on passe, en tout cas la posture, enfin vous voyez elle est très très grande, un peu à la Brienne en fait, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire dans Trône de Fer. Donc voilà, figurine, ma foi, je trouve qu'elle est jolie. Après, elle s'éloigne de ce qu'on avait vu des Stormcast, hein, je suis en train de me dire en fait, quand vous allez aller sur le siège de Games Workshop, vous avez la statue du Stormcast, je pense qu'elle va faire un petit peu ridicule au bout d'un moment, vu le manque de détails flagrant par rapport aux sorties Stormcast qui sont en train de nous mettre là. Hein. Donc voilà, cette figurine assez emblématique. Est-ce qu'elle sera disponible séparément ? Peut-être, peut-être pas. Donc voilà, jetez-vous sur cette boîte-là. Ensuite, Lord Imperator with Gryph-hound. Voilà, avec soit, ça c'est pas mal. On a le choix soit tête nue, soit avec le casque. Un casque très duardin, hein, très nain. Voilà, bon, c'est pareil. Vous voyez l'échelle. Je serais vraiment curieux de voir les anciens Stormcast, ceux de la V1, à côté de ceux-là, pour voir si il n'y a pas cet effet un peu, j'allais dire, Primaris Space Marine. Je pense que ce ne sera pas aussi violent que ça, mais à mon avis, on va pas être... Enfin, il va y avoir quand même un petit côté, mes vieux Stormcast, j'ai pas trop envie de les rejouer, enfin, en tout cas, visuellement. Donc après, Knight Arcanum, voilà, bon, des très belles figurines. Après, on est sur ce qui se fait classiquement maintenant chez Games Workshop, le courant Games Workshop, à savoir des choses très chargées. Là, vous voyez, honnêtement, elle aurait pu se passer du bouquin. Hein. C'est bon, on a compris que c'était une magicienne, elle n'est pas obligée de porter son bouquin avec elle, au cas où elle avait oublié un truc. Je pense que l'avalanche de détails, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, vraiment, sur cette boîte-là, c'est hyper important pour moi, parce que ça me donne pas envie, en fait. Je pourrais être tenté en me disant ah, allez, c'est toujours le bon moment d'y partir, dès qu'il y a une nouvelle version, c'est le moment d'y aller, de se lancer, mais je me dis, vu les détails qu'il y a sur les figurines, ça va être long à peindre. Ça va être long à peindre, et là je suis en train de peindre Curse City, et je vois que c'est long parce qu'il y a beaucoup de détails, et là, vous voyez, les persos... Alors après on peut se dire, oui, mais c'est que les persos, après la troupaille, on enquille. Bon là, lui, voilà, hein, vous voyez même la richesse en fait des textures, c'est beau, mais bah, du coup, il faut forcément un peu les peindre un petit peu différemment. Même sur celui-ci là, vous voyez la petite courbe là, ça c'est un peu étrange. Je pense que c'est parce que c'est le moulage résine peut-être qui tient un peu mal, je sais pas, ou qui a mal été solidifié à la fin. Et voilà, donc on va passer. Vous voyez, bon, ça on est sur les troupes de base, mais ça n'a plus rien du troupe de base. Hein, là on est sur un champion, hein, clairement. Voilà, donc après, bon, c'est des troupes d'élite, a priori, mais... Bon, enfin là, c'est pareil, hein. Ça me fait penser à Arjak. Mais vous voyez, on est sur des troupes qui sont sculptées aussi finement que des personnages spéciaux. Alors on peut se dire, oui, formidable, c'est bien, c'est un beau travail. C'est un beau travail, certes, mais il y a tellement de détails que est-ce qu'on a envie de peindre que des personnages spéciaux? Est-ce qu'il y a un moment donné, on n'a pas envie de faire de la masse, justement pour avancer, pour pouvoir aller jouer? Et j'avoue que... Ouais, c'est ce qui... Après, elles sont formidables. Vous voyez, dès qu'on enlève le casque, moi j'aime beaucoup les Stormcast. Franchement, vraiment assez joli. Et puis l'armure, quand même un peu plus... un peu mieux proportionnée, entre guillemets, un peu plus longiligne, moins... on a moins l'impression, typiquement, que c'est un Space Marine du passé, hein, pour être très clair. Donc, eh bien, l'antagoniste de cette boîte, ce sera les Cruel Boys Oruk. Donc, voilà. Franchement, on regarde que ça. Pour moi, c'est le Seigneur des Anneaux. Je sais pas pour vous, mais enfin, vraiment, à regarder ça, je me suis dit, mais ça ressemble vraiment, quoi. Et je pense que si vous êtes... Même là, peint, avec les textures et tout, pour moi, on est dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc, et puis, on a des orques avec un cou très droit, comme ça, là. Bien droit, ça, c'est assez inhabituel chez Games Workshop. Donc voilà, mais vous voyez...
Les orques, c'est typiquement le truc où tu te dis, enfin les euruques, pardon, c'est typiquement le truc où tu te dis, allez, je peux en faire plein, ça va aller vite, etc. Mais non, il y a tellement de détails. Alors les figurines sont sublimes, mais trop de figurines sublimes, et ben ça fait peur. Vous voyez celui-ci là, il a tellement de détails, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc c'est ça en fait que je peux reprocher maintenant à un game, c'est que quand on fait un peu plein de choses, eh bien c'est très 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 difficile de se lancer parce que pour moi je trouve que l'ampleur de la tâche est trop importante sur cette boîte là. Donc voilà, moi ça va me très honnêtement ça va m'empêcher de commencer, voilà. Je cherche pas des excuses, hein, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est que tu te dis, oh allez, pourquoi pas, je me laisse tenter, puis au final tu te dis, bah ouais, mais non, c'est trop de boulot, ça demanderait d'être trop exclusif, mais peut-être que c'est ça, hein, tout simplement, encore une fois. Games, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit exclusif, que vous soyez exclusivement Games Workshop. Donc du coup, on vous met beaucoup de détails pour que vous passiez beaucoup de temps sur les figurines, comme ça vous avez peut-être moins de temps de faire autre chose. C'est rendre captif les joueurs, mais bon voilà, ça marche, hein. Je pense que la communauté Games Workshop, c'est une des communautés les plus soudées dans le jeu de figurines, quel que soit le jeu d'ailleurs, hein. Parce que là je pensais à Blood Bowl où ils sont, voilà, tac, Age of Sigmar, 40 000, enfin tout ça, donc ça marche ce que fait Games, mais c'est vrai que quand on est un petit peu multi-jeu comme moi, c'est trop. Après, bah, cette illustration, je la trouve assez sympathique aussi, voilà, donc le bouquin sera en version collector, donc c'est-à-dire sans le texte, dans cette boîte-là. Vous trouverez les différentes, je sais pas comment ça s'appelle, les data cards, on va dire, voilà. Alors, 8 nouvelles choses pour Age of Sigmar, hein, je vous le rappelle, moi j'ai jamais fait de bataille de Age of Sigmar V2, j'ai joué qu'à la V1 pour essayer, j'ai jamais joué en V2, ça m'attire pas plus que ça, j'avoue. Et cette boîte-là, qui était une nouvelle chance en fait d'y aller, j'avoue que j'ai pas envie de franchir le pas. Et franchement, c'est peut-être ça dépend de chacun, mais moi, clairement, c'est les figurines, les décors, et après le système de jeu, bon, en général. Et là, enfin, quoi qu'il arrive, il y a le palier, les figurines. C'est-à-dire que si je trouve un bon système de jeu, je vais essayer de trouver des proxys, c'est-à-dire des figurines qui ne sont pas peut-être celles du fabricant pour pouvoir y jouer quand même, mais si les figurines ne me donnent pas envie, ça va être compliqué. Voilà. Et vous voyez, celle-ci, typiquement, je la trouve très dur à lire en fait. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, franchement, je me suis posé, j'ai dit attends, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de d'arbalète, mais attends, il y a un autre. Attends, comment ça se... Et en fait, je réfléchis trop. Et je réfléchis trop à essayer de comprendre tellement il y a de détails et tellement le regard en fait, il est attiré partout. Tu regardes là, tu regardes là, tu regardes là, tu regardes là. Et je pense que c'est important que la figurine en fait, comme la peinture, elle guide en fait le regard de la personne qui regarde. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de détails partout. Déjà typiquement là, ici là, ça on peut l'enlever, je pense, ça simplifie en fait la lecture de la figurine. Voilà. Bon, je suis pas sculpteur, vous pouvez trouver ça formidable, tant mieux pour vous. Ça reste évidemment que mon avis très 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 personnel, mais en même temps si vous regardez la chaîne, c'est aussi pour ça que vous voulez l'avis. Alors cette boîte là, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Les règles, comme j'ai dit, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas ma fonction et je saurais pas quoi dire dessus, donc voilà. Par contre, eh bien, il y aura sans doute un unboxing sur la chaîne, hein, très très certainement. Voilà, je vais essayer de monter les figurines quand même. Je vais essayer. Je dis pas que j'y arriverai, mais après me lancer dans le jeu. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est là où, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que, certes, on peut faire mieux en sculpture, on peut aller plus loin, etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est trop détaillé et moi ça me fait peur parce que je veux pas jouer papin. Et si c'est pour jouer des figurines comme ça, juste sous-couché, ouais, franchement, très peu pour moi. Donc voilà, mettez-moi ici en commentaire votre appréciation, en tout cas, sur cette boîte-là. Alors si vous êtes abonné à la page Facebook, vous le savez d'ores et déjà, mais j'ai fait le tirage au sort, comme tous les mois, voilà, en début de mois, sur les tipeurs du mois précédent, pour que l'un d'entre vous, l'un de mes tipeurs en fait, remporte le lot de son choix parmi la malle au trésor. Et ce mois-ci, en fait, c'est Esteban qui a gagné en fait le droit de piocher, et il a choisi les décors de Dungeon and Laser, voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est un très bon choix, encore une fois. Vous faites des très bons choix, hein, les gars, mais en même temps, c'est qu'il y a sans doute des très bons choix à faire dans cette malle au trésor, et si ça vous intéresse, eh bien je vous rappelle que j'ai fait une vidéo de présentation de tous ces petits éléments là, donc ne passez pas à côté. Et puis bien évidemment un énorme merci à tous les tipeurs: Dognar, Florian, Simon, Henri Armitage,
Londus Boob. Alors si vous aussi vous avez envie de tenter votre chance tous les mois pour la malle au trésor et avoir des vidéos vlogs exclusifs sur l'avenir de la chaîne, le programme et surtout faire vivre la chaîne, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee. Et puis si vous voulez pas, vous mettez un petit commentaire, c'est toujours gentil. Et puis si vous voulez même pas écrire, vous mettez un petit palmier, ça fait toujours pousser des arbres. Pousser des arbres. Alors je vais vous présenter un vrai Kickstarter. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai Kickstarter? Ça veut dire vraiment l'essence même de ce qui est pour moi un Kickstarter, c'est-à-dire quelque chose qui permet à un petit artisan, quelqu'un qui n'est pas une multinationale blindée de sous-sous, à pouvoir réussir à vendre ses produits, en fait à créer quelque chose. Et là c'est le cas de ce projet qui s'appelle Green Punk City, développé par Damien. Donc Damien, merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé en fait ces différents éléments, voilà, pour pouvoir permettre de partager le contenu de ce Kickstarter qui est encore en cours. Donc il doit rester environ à peu près 7 jours, une semaine à peu près avant qu'il se termine. Alors là, je vais pouvoir vous parler en fait de 2 éléments sur les 3. Il y a la partie bâtiment que j'ai ici avec ces 2 grands bâtiments là. Il y a la partie train, camion, où là j'ai 2 éléments de camion qui sont déjà vraiment très gros. Et puis la troisième partie que j'ai pas, c'est les docks. Donc ça, on regardera après plus tard sur la page du Kickstarter. Alors on va commencer par regarder en fait les camions. Alors les camions, comme vous le voyez, j'en ai 2 sur les différents qui existent. Il y a aussi un big train, ça c'est, je pense que c'est un élément de décor vraiment impressionnant. Donc les camions, eh bien ils sont faits pour s'adapter parfaitement au décor Games Workshop existant, à savoir le conteneur. Et même si j'oublie d'en parler, dans le Kickstarter après il y a des éléments pour imprimer le côté en fait des conteneurs pour faire une sorte de tourelle, un peu comme ce qu'on avait sur les Land Raiders. Donc c'est plutôt sympa pour faire vraiment un conteneur blindé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des persos, vous pouvez mettre si vous avez envie une broadside, voilà, pour montrer, pour mettre 2 côte à côte, comme ça peut être assez rigolo. Et puis particularité, c'est que c'est interchangeable. Donc le système, c'est que vous avez des petits aimants, voilà ici, qu'on voit juste là, et qui permettent en fait d'interchanger directement les différents éléments. Bon alors après vous voyez, ça tient bien. Donc là vous allez avoir dans le Kickstarter les fichiers. Il n'y a pas de... Après peut-être faut se renseigner auprès de Damien, la forge à vapeur, mais là dans le Kickstarter c'est pas du produit fini livré chez vous, c'est vraiment du Kickstarter, donc ça se réserve à tous ceux qui ont des imprimantes en 3D. Je vous montre après le châssis. Donc ça c'est un châssis magnétique. Cette pièce elle est assez sympa, moi je vois vraiment bien ça avec des rails, même rails magnétiques, ça pourrait être vraiment sympa. Et puis vous voyez, on peut bien évidemment les interchanger, hop, et voilà, comme ceci. Donc suivant le style et le look qui vous plaît le plus. Alors on est vraiment dans le style de l'Imperium ou du Mechanicus, parce que ça ressemble vraiment à un Onager, je trouve, en termes de look. Donc bien sûr, cette partie-là, on peut aussi l'enlever. On peut aussi mettre un conteneur si on a envie. Et hop, touc. Voilà. Bon, l'avantage du plastique, c'est que c'est pas fragile, donc ça craint pas les petits chocs comme ça. Alors après les bâtiments, voilà, je vous mets un petit peu un Primaris. Alors oui, j'ai pas d'armée Primaris, donc voilà, j'ai juste cette figurine là pour vous montrer. Par contre, je vous ai mis un joli Castellan à côté pour que vous ayez vraiment une notion en fait de l'échelle. Mais vous voyez, par rapport à un Castellan, là on arrive sur des bâtiments qui le cachent complètement, donc c'est quand même plutôt sympathique. Et puis moi j'aime bien les décors qui sont vraiment en volume et où on n'a pas l'impression d'être dans le 41e millénaire, mais d'être dans un bidonville avec que des éléments qui arrivent, que des premiers étages. Alors le principe, c'est que après, bien sûr, dans les fichiers, vous allez pouvoir configurer un petit peu comme vous voulez les différents éléments. Là, voilà, on a laissé le toit ouvert. Donc les portes sont détachées, il y a des petites encoches ici, vous pouvez les mettre sur le côté. Donc ça vous permet de les mettre soit ouvertes ou pas. Voilà, moi je les ai mis en mode, je les ai juste posés, j'ai pas fait grand chose, mais en mode porte défoncée. Voilà. Alors il y a des bâtiments qui sont soit intacts ou soit endommagés. Là, voici un élément du toit. J'aime bien ce style, parce qu'il est assez inhabituel en fait, avec cette forme-là un petit peu, je sais pas, un petit peu, j'allais dire un peu parisienne. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est assez original. Je le verrais bien dans des tons assez clairs pour changer en fait de ce qu'on voit dans l'Imperium. On a quand même ce côté voilà, très industrialisé malgré tout. Donc j'aime bien ce style de bâtiment qui change pas mal. Alors quand je mets les figurines à côté, vous voyez, aucun souci d'échelle, vous n'aurez pas l'impression que vos figurines ne passent pas la porte, là il n'y a aucun problème. Et avant de vous montrer la masterpiece, je vous propose ces petits éléments là, voilà, en mode industriel, qui sont plutôt pas mal,
Donc voilà, après évidemment ça va dépendre de vos réglages d'impression, ça c'est en fonction de votre imprimante, voilà, donc ça ne me regarde pas. Par contre c'est vrai que ça fait assez boule à facette, là c'est assez rigolo. Donc voilà, il y a cet élément là, et cet élément là que j'aime beaucoup avec des panneaux publicitaires, hein, comme ça vous pouvez mettre votre chaîne préférée, c'est IGTV, hein, au cas où vous aviez un doute, et puis là avec les lampadaires qui sont incrustés en fait dans les crânes. Donc là, tout à fait ambiance 40 000. Et puis bien sûr, quand vous le peignez, vous faites le style effet de lumière ici, comme ça, le petit éclairage qui va bien. Allez, on arrive sur The Masterpiece, voilà, là, et encore, c'est qu'un élément avec 1 et 2 étages. Quand vous l'imprimez chez vous, après, il y a moyen même de faire des trucs extrêmement grands. Donc voilà, moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans le style Warhammer 40 000. En plus, ça me fait penser aussi à Adeptus Titanicus qu'on avait vu récemment dans les décors qui étaient sortis. Donc voilà, moi ça me parle beaucoup. Et donc vous avez toujours le même système, c'est-à-dire des éléments qui viennent se poser les uns au-dessus des autres. Là, je vous montre en fait qu'il y a, c'est bien pensé parce qu'il y a des petites ouvertures en fait pour pouvoir directement faire passer les échelles que vous pouvez imprimer. Donc ça permet comme ça et bien d'avoir une logique, pour ceux qui aiment bien la logique, pour que les figurines puissent monter d'un étage à l'autre. Alors après sur cette façade, on le voit bien, vous avez les différents éléments qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres, voilà, qui forment toujours un peu le même style, hein, pour bien sûr se marier tous ensemble. Donc on a fenêtre fermée, fenêtre ouverte, fenêtre un petit peu cassée, et puis on a aussi des éléments un peu plus grands comme celui-ci, voilà, qui lui est entier, parce que vous avez envie des fois aussi de vous économiser un petit peu de montage. Donc on a aussi des éléments entiers. Donc la façade, bien sûr, avec la rosace, et dans les stretch goals, si on y arrive, il y a une grande tour qui fait un peu penser à Big Ben, hein, c'est clair, et c'est les pièces maîtresses. Moi vraiment, c'est encore une fois, je le dis souvent, mais c'est les décors qui me font vibrer, et je dois dire que dans 40 000, le décor, c'est peut-être là où c'est un des jeux, peut-être, ou avec des jeux comme Frostgrave, où ils ont vraiment une importance, surtout maintenant, et où on peut se faire plaisir avec des choses qui donnent vraiment envie de jouer, hein. Moi, c'est clairement ça qui me fait vibrer. Alors on se retrouve sur la page du Kickstarter, voilà, Grimpunk City, bien sûr vous avez le lien dans la description. Donc c'est en français et en anglais, voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir un petit peu de français malgré tout. Donc on a différents types de pledge. Le pledge de type train, donc ça c'est les camions que je vous ai montrés, donc ils sont interchangeables les uns avec les autres, et puis vous avez cette énorme locomotive, et puis cet énorme crawler 1000 pattes là, voilà, qui à lui seul à mon avis peut valoir vraiment le coup, parce que c'est une pièce vraiment emblématique, et c'est typiquement dans l'esprit un peu John Blanche qu'on peut voir sur ce qu'on peut imaginer en tout cas de Warhammer 40 000, donc voilà, un décor parfaitement dans la thématique. Après les docks, c'est un peu plus classique, voilà, donc ça va se marier avec tout ce qui est décor un petit peu industriel, voilà, ce qu'on peut trouver aussi en décor MDF, voilà, et puis avec un quai de chargement pour les conteneurs, voilà, c'est pas mon préféré, je ne vous le cache pas, ce que je préfère largement, ce sont les bâtiments, vous voyez, là vous avez les différents éléments de bâtiments, là le tout petit ici, là c'est celui que je vous ai montré, là il faut imaginer rajouter un étage, mais vous voyez celui-ci là comment il est immense, et après vous allez voir que juste en dessous il y a encore pas mal de choses. Alors on a bien sûr le partenariat avec l'atelier de Torek Battlemac 44x60 exclusif Grimpunk City, voilà. D'ailleurs je vous rappelle que les tapis sur lesquels je vous ai montré tout à l'heure le Kickstarter, ce sont aussi des tapis de chez Torek avec un système de modularité, en fait on peut changer les éléments. Si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo, et puis je vous rappelle que vous avez un code promo IGTV, voilà, valable tout le temps, qui vous rapporte 10% de remise, donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, eh bien, comme ça se fait maintenant de plus en plus, pour les fichiers d'impression 3D, on a un fichier gratuit qui permet de voir, alors non seulement la qualité de la modélisation, mais aussi est-ce que c'est facile à imprimer, parce qu'il y a tout ce côté aussi qui peut rentrer en compte, il n'y a pas que le look, en fait, il y a aussi, est-ce que c'est pratique à utiliser sur l'imprimante, est-ce que c'est facile d'utilisation, donc voilà, là au moins vous avez cet élément qui est gratuit, et puis c'est pas n'importe quoi, hein, c'est un élément qui est assez grand, vous voyez, par rapport à un Space Marine Primaris, donc c'est plutôt assez cool. Ensuite, les différents paliers, voilà, assez vite, hein, donc là, voilà, une tour AD, toujours sympathique, là, des routes suspendues, voilà, ça peut être assez bien aussi, hein, pour faire une sorte de dallage, si vous avez envie de faire une table, même 100% impression PVC, enfin impression, ça peut être une bonne idée, voilà, la grue,
très dans l'idée de ce qu'on a pu voir dans Adeptus Titanicus, donc je suis bien fan. Et puis je vous en parlais aussi un petit peu avant, voilà, le Big Clock pour le pack bâtiment. Franchement, moi j'aime beaucoup parce que ça a vraiment de la tronche. Et puis j'imagine très bien qu'on puisse mettre une petite LED à l'intérieur et faire vraiment comme la gare de Lyon ou ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Ensuite, le container blindé, voilà. Ici on continue. Voilà le petit panneau dont je vous montrais tout à l'heure avec un petit élément en dessous, donc voilà, ce bâtiment aussi très sympathique, voilà, on peut passer en dessous, le wagon citerne en mode vraiment 40 000 crâne à fond, voilà, palier des 7000, quelque chose de plus classique, de plus traditionnel, avec ce bâtiment typique industriel. Et puis, une des belles pépites, le bâtiment, la gare pour le pack bâtiment, qui est aussi très joli et qu'on impose sur la table de jeu. C'est ce qu'on demande en fait un petit peu aussi, c'est d'avoir vraiment des bâtiments qui en jettent. Alors, combien ça coûte tout ça? Eh bien, c'est 25 € le pack, donc oui, c'est franchement pas très cher. Alors après, bien sûr, hein, je vous rappelle, vous n'avez pas les bâtiments, hein, ce n'est que des fichiers à imprimer pour les imprimantes PLA. Donc si vous n'avez pas d'imprimante, il y a aussi des personnes hein, qui peuvent imprimer pour vous. Vous leur fournissez simplement le fichier après. Ben voilà, bien sûr, hein, vous payez quelque chose, mais ils vont vous les renvoyer chez vous, ou il y a des boîtes hein, qui peuvent faire ça. Donc ça se fait de plus en plus. Donc ça peut être une solution de ne pas s'embêter avec l'imprimante 3D vous-même et puis de laisser faire des gens qui savent faire pour l'habitude. Donc chaque pack, le pack train 25 €, le pack bâtiment 25 €, le pack doc 25 €, voilà, ça peut être vraiment sympa. Après, une promo qui est assez intéressante, c'est le pack train plus doc ou train plus bâtiment, qui est qu'à 5 € de plus. Donc voilà, pour 5 € de plus, je vous conseille vraiment de le faire, hein, parce que les sont quand même... Enfin, ouais, le train, c'est assez ouf quand même. Donc il y a deux versions, une version si vous êtes dans les 40 premiers, une version si vous n'êtes pas dans les 40 premiers. Pour l'instant, vous voyez de la place, hein, comme vous le voyez. Ensuite, une sorte de petit all-in avec le pack train, doc, bâtiment, 50 €. Le tapis de chez Torex, 75 €, disponible uniquement ici, dans le Kickstarter. Et puis après, le all-in, c'est le pack train, plus doc, plus bâtiment, plus battlemat à 125 €. Voilà. Et puis, si après vous voulez bien faire du commerce, vous pouvez acheter les licences commerciales. Donc, c'est-à-dire que vous achetez le droit de revendre ce que vous allez imprimer. Parce que légalement, vous pouvez faire une impression personnelle pour vous, mais vous n'avez pas le droit de revendre ça à vos amis, à votre famille, à votre chat ou quoi que ce soit. Donc là, si vous voulez respecter bien, la loi, bien tout simplement, voilà, vous pouvez racheter les licences commerciales. Et voilà, il vous reste une semaine pour faire vivre le projet de Damien. Donc Damien, merci à toi. Et puis bon courage pour la suite, pour le rush final. Et puis n'hésitez pas à participer, hein, parce qu'encore une fois, je vous le dis, Kickstarter, pour moi, c'est vraiment ça l'essence. Rendre possible des projets comme ça de particuliers, enfin de particuliers ou professionnels, mais qui sont seuls en fait, et qui essaient de se démener pour vivre comme ça du fruit de leur travail. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Kickstarter. Et voilà, on arrive à la fin du magazine, donc prochain rendez-vous le mercredi 9 juin pour le résultat et le vote. Vous allez participer à voter pour le concours Pin to the Figooz qui sera débattu donc avec des grands spécialistes tels que moi, bon ok, il y aura aussi Zoz et Fabrice Tran. Voilà, donc on sera tous les trois en direct, en live avec vous pour débattre en fait de ce que vous nous avez proposé pour tous ceux qui ont participé au concours. Et puis voilà, vous pourrez choisir un des gagnants du Grand Dragon de chez Dungeon & Laser. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que le ton de figue vous plaît, et puis si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Merci à vous, et à bientôt.